Salam alaikum Mazoul, bienvenue dans ce nouveau numéro de Son Détour. Je suis très heureux de recevoir dans nos plateaux aujourd'hui M. Moustapha Hamouda, un expert en technologie des communications et de l'information. Monsieur Moustapha Hamouda Al-Nouassalbik, bienvenue parmi nous. Vous êtes natif de Biskra, vous êtes né en 1956. Vous avez décidé de vous exiler à l'âge de 20 ans pour partir étudier en Grande-Bretagne. Vous avez étudié dans de prestigieuses universités en Grande-Bretagne, à Birmingham, Liverpool, Oxford. Vous êtes considéré comme un consultant très apprécié aujourd'hui dans votre domaine. J'aimerais juste commencer ce débat par vous montrer cette image d'une femme algérienne qui est à la recherche de son fils depuis bientôt 20 ans. On est le 8 mars. J'aimerais juste commencer cette émission par connaître votre sentiment aujourd'hui. Merci, Monsieur Mahdi. Je suis ravi d'être là parmi vous. Et on essaie de faire de ce plateau une plateforme où on va s'extérioriser et dire notre cœur, et dire ce que nous avons dans le cœur. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir une femme algérienne, une mère algérienne, tabassée par des policiers dans notre capitale, à Alger, la semaine passée? C'est des gens qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la candidature du président Bouteflika qui brigue un 4e mandat. Je veux être honnête d'abord, parce que, mon humble avis, il n'y a pas un policier sur planète Terre qui oserait faire cela. Et je doute fort que cette femme soit vraiment tabassée, mise vraiment à sac à terre. Si c'est le cas, là, il n'y a pas de mots pour décrire cet odieux crime et cette aberration. Mais je mets des réserves toujours. Je ne voudrais pas commenter vraiment là-dessus parce que je trouve ça ignoble. D'accord. Voilà. On est le 8 mars. Vous voulez commencer par quoi, cette émission? Par quoi dois-je commencer? Si ce n'est par un message d'amour auquel je greffe un très beau bouquet de fleurs aux 3 plus belles femmes de la planète. Ma mère, bien sûr, Allah yatawal fi amalha. Amin. Ma douce épouse, qui subit mon odieux caractère, et la pupille de mes yeux, ma fille Sawab. Ceci dit, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes bien le 8 mars. Je voudrais aussi profiter de votre tribune pour offrir une fleur, une jolie fleur, à toutes les Algériennes, là où elles sont. Grand-mère, mère, nièce, sœur, maman et tout. Et les rassurer de ma fraternité et amour, sans calcul et sans arrière-pensée. Contrairement au message qui a régné aujourd'hui à la salle Harsha, qui est porteur d'un message très lisible, alayhi nahya ou alayhi namout. Et vous m'avez compris, monsieur Bati. Vous parlez de qui, là? On parle, vous savez qui. Donc voilà, la soirée, si c'est une soirée, ou bien le gala qui a été organisé aujourd'hui à la salle Harsha, sans le soufre, pour ne pas dire autre chose. Voilà, il est organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, concomitamment avec la radio et Mobilis. Et là, évidemment, pour brandir un poster pré-campagne, malheureusement. D'accord, Monsieur Moustapha, c'est impressionnant votre parcours. Vous étiez un étudiant, un lycéen assez bruyant, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous étiez membre des scouts algériens. Vous vous êtes insurgé contre le fait que cette organisation devienne le mouvement des scouts du FLN. Pourquoi? Voilà. Là, vous m'emmenez aux années 68, 69, 70. Enfin, j'étais perturbateur, non, j'étais bavard, j'étais criard. J'étais un leader. J'étais tout le temps là à mener des trucs, bonnes ou mauvaises, mais j'étais toujours, j'en étais toujours la cause. Je reviens un petit peu, oui, c'est vrai, un truc qui m'a marqué, qui m'a traumatisé même. Probablement, c'est cet élément-là qui a pratiquement dessiné mon parcours. Je ne dirais pas de grands rebelles, mais un parcours quand même assez politique. Nous sommes là en 68-69, je crois, nous étions dans le groupe El Amal, scout, et tout d'un coup, une décision prise je ne sais pas d'où,
Elle est là, elle tombe, le lendemain, on ferme le local scout et on nous emmène tous contre nos gré à de nouveaux locaux sous le sigle JFLN, Jeunesse du Front de Libération Nationale. À l'époque, je ne connaissais que le FLN d'avant 62, mes parents en font partie. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait, mais le fait qu'on n'a pas eu le choix, que cette décision nous soit imposée, m'a vraiment mis hors de moi. Et à partir de ce jour, je sens que je ne suis pas moi-même. Très bien, Moustapha. J'ai le plaisir de recevoir docteur Madame Bouraoui Amira. Amira, bienvenue parmi nous dans ce numéro de Sans Détour. Bonjour, bonjour. Bonjour Amira. Salut tous les membres présents, même si je ne vois personne. Il y a M. Moustapha Hamouda qui est notre invité ce soir. J'aimerais juste vous poser une question concernant votre mouvement. Vous êtes une figure de proue de ce mouvement d'opposition. Apparemment, vous n'êtes pas du tout content de la candidature du président Bouteflika qui brigue un 4e mandat. D'accord. Je vais m'exprimer. Bon, pour l'instant, je suis encore porte-parole du mouvement Baraket. Mais je vais m'exprimer en tant que je suis qu'un soutien de Baraket et qu'un membre. Nous sommes des petits grains de sable et j'en fais partie. Je n'aime pas trop le mot chef, leader, etc. Et on en a parlé tous hier pendant la réunion. Nous n'avons pas de chef, nous n'avons pas de leader. Pour nous, le leader, c'est la société civile et c'est le peuple qui doit s'exprimer et qui doit ne plus avoir peur de l'expression. Parce que longtemps, nous avons été muselés, manipulés. Et la peur nous a envahis. On ne pouvait plus dire quoi que ce soit sans être tétanisé. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Et il se trouve que le 4e mandat est un affront inadmissible pour le peuple algérien et pour la citoyenne que je suis et pour tous ces citoyens qui sortent dans la rue. Car M. Abdelaziz Bouteflika a violé notre doustour, qui est pour nous sacré, qui limitait les mandats à 2 mandats. Et déjà, le 3e mandat était un mandat volé. Il a été volé à la constitution algérienne. Il se trouve que nous tenions à cette limitation de mandat. Pourquoi? Parce que lorsqu'un président de la République arrive à la tête de l'État, il faut qu'il sache qu'un jour il aura à partir et qu'il aura à rendre des comptes de la gestion qu'il a effectuée. Lorsqu'on s'intronise roi ou dictateur et qu'on veut mourir sur le trône, ça veut dire qu'on ne veut pas, ça veut dire qu'on a peur d'être comptable face à un peuple. Il se trouve que M. Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui est fatigué et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Mais il faudrait qu'il libère l'Algérie. Très bien. Amira, votre mouvement ne fait pas l'unanimité en Algérie. On vous considère comme étant manipulé par des cercles occultes en Algérie. Le directeur de Noumedia TV, pour ne pas citer cette chaîne, a tiré à boulet rouge sur votre mouvement. Il a dit textuellement qu'il ne suffit pas d'avoir des papiers d'identité algériens pour se targuer d'être algérien. Est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce que vous êtes contre la candidature du président Bouteflika parce que vous en défendez une autre derrière? D'accord. Alors, cette tactique d'accuser chaque voix contestataire comme étant une voix manipulée, faisant partie du DRS ou faisant partie des Martiens ou des clans ou je ne sais quoi. Non, nous ne sommes pas manipulés. Et nous ne sommes pas uniquement contre la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika. Nous voulons que ce système qui a fait en sorte qu'on en soit là, comprenne que c'est un système révolu. M. Abdelaziz Bouteflika et ce 4e mandat ne sont que le symbole d'un échec qui dure depuis très très longtemps. Et il faudrait que ces gens-là comprennent que l'ère de commandement musculaire est révolue. Amira, excuse-moi de vous interrompre. Mon invité ici présent, M. Moustapha Hamouda, a un message à vous adresser. Je lui passe la parole. Massa al-khair, docteur.
Je ne peux m'adresser à vous qu'en tel, parce que j'ai un grand respect pour les femmes et les hommes de science. Et là, je passe maintenant à la compatriote et à ma sœur Amira. Vous voyez sur la banderole là en dessous, Barra 4 Non, vous ne le voyez pas. Eh bien, j'ai confectionné ou bien j'ai conçu un petit logo, si je peux l'appeler ainsi, qui est Barra et 4, pour lire Barakat en un mot. Et il est explicite. J'aimerais bien que vous l'adaptiez, si vous le trouvez évidemment mignon, pour utiliser ce mot. Maintenant, je passe à autre chose. Effectivement. Maintenant, je passe à autre chose, docteur. Je vous prie, s'il vous plaît. Je suis très gandhiste, c'est-à-dire pacifiste. Il y a 1001 façons de manifester son courroux. Ne mettez pas, je vous prie, et je vous le répète, nos enfants et nos frères et sœurs dans la gueule du loup. Je m'excuse de ce terme. Je sais ce que c'est les matraques de la police, je sais ce que c'est les geôles de la police. Je vous dis aussi, je termine, docteur, je suis avec vous, pour manifester votre... Mais je vous suggère une manière pacifique. Pacifique et pacifique. Mettez un brassard avec ce logo si vous voulez, Barakat, blanc, pas noir, parce qu'on n'est pas encore en deuil. Et on ne sera jamais en deuil, Inch'Allah. Je vous prie de mettre... Très bien, on va donner le temps de réponse à Madame Bouraoui. Moi, j'ai suivi votre mouvement et à aucun moment on a décelé aucune intention de violence, mais je vous laisse le droit de réponse quand même. Non. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de scander « c'est le Mia, c'est le Mia ». Les manifestations sont pacifiques. Il n'y a eu aucune violence. La seule violence, c'est la violence policière et la répression des interpellations. Il n'y a eu aucune violence d'aucun des éléments de Barakat. Et nous n'arrêtons pas de scander que c'est une manifestation silmia. C'est un message que des citoyens algériens donnent à ces responsables pour leur dire qu'il est temps d'arrêter de gérer l'Algérie comme une propriété privée. C'est une nation qui appartient à ses enfants. Et ces enfants-là ont le droit de s'exprimer et ont le droit de s'inquiéter. Nous ne voulons pas de révolution arabe. Nous voulons un pays stable et nous rappelons que les révolutions arabes ont eu lieu en Syrie, en Tunisie, en Égypte et partout ailleurs parce que les dictateurs n'ont pas su partir à temps. C'est parce qu'ils se sont accrochés que leur pays est tombé dans l'instabilité. Nous demandons à ces gens d'être sages et de comprendre qu'il faut que M. Abdelaziz Bouteflika aille se reposer et qu'on tourne la page sur cette manière de gérer le pays, à choisir à la place d'un peuple qui a le droit de faire connaissance avec différents candidats et qui, sur la base d'un programme, choisissent le maître du moment. Et je dis bien du moment avec des mandats limités, pour que chaque président dans le futur sache qu'il viendra un jour où il s'en ira et l'histoire le jugera. Et qu'il sache que chaque décision, il doit bien la penser, que chaque centime de l'Algérie dépensée doit être aussi pensé et réfléchi pour le bien des enfants de l'Algérie et non pas pour des intérêts divers ou personnels. Merci beaucoup, Dr Bouraoui Amira. Merci pour votre contribution. Vous étiez en direct avec nous depuis Alger. Bon vent pour votre mouvement. Je reviens à vous, Monsieur Mustapha. La femme est présente dans la chose politique en Algérie. C'est un mouvement qui est assez fort apparemment. Elle dérange puisqu'on utilise la manière forte pour les empêcher de dire ce qu'elles pensent. Monsieur Hamrouche apparemment a dénoncé cet état policier. Il appelle les militaires à intervenir explicitement pour changer la chose. Il a utilisé un terme, construire une nouvelle Algérie. Est-ce que vous pensez que l'armée est capable d'intervenir actuellement pour changer la donne en Algérie? S'il vous plaît, arrêtons cette histoire avec l'armée. Arrêtons, on s'assume. On s'assume, arrêtons cette histoire avec l'armée. À chaque fois qu'il y a un petit pépin, on fait appel à l'armée. Non, c'est les civils, c'est les Algériens, tous les Algériens ensemble,
pour sortir l'Algérie de la crise. Nous avons des intellos, nous avons des têtes, nous avons de la matière grise. Il faut justement en utiliser. Non, 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 je suis contre un autre coup d'État. Alors, mais je suis catégorique là-dessus. Est-ce que vous pensez que le président Bouteflika, comme l'a écrit Mireille Dutheil dans le magazine Le Point, elle est chroniqueuse de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, elle a dit l'Algérie, le temps des généraux est terminé. Elle a dit le président qui est très très malade, il est diminué terriblement depuis son AVC. Elle a dit qu'une seule chose positive dans ses 3 mandats successifs, c'est qu'il a mis un frein à l'hégémonie de l'armée. Est-ce que Bouteflika a mis de côté cette superpuissance du général Toufik? Est-ce que vous pensez que réellement maintenant l'armée est dans sa place, comme l'a dit Bouteflika en 1999, elle doit rester dans les casernes? Le problème, chez nous, on n'a jamais l'information. On a l'officiel et on a l'officieux. Vous lisez un journal et vous faites une lecture et c'est en rose, et vous lisez un autre article dans un autre journal et c'est la galère. Donc là, je ne suis pas spécialiste dans ces trucs, l'armée, les services secrets, tout ça, que ce n'est pas vraiment mon fort, mais moi je dis que quand même, il y a eu de jeunes généraux. Il y a eu de jeunes généraux. Maintenant, s'ils ont du pouvoir, comme m'avait dit un ami, je le répète ici sur ce plateau, qui a été promu général, je dis moi je suis général. Je ne suis pas vraiment... Voilà, c'est un universitaire qui a fait de plusieurs académies et tout. Donc même au grade de général, il y a le petit général et il y a le général. En 1976, vous avez quitté l'Algérie pour venir étudier en Grande-Bretagne. Pour raison d'études. D'accord. En 1978, le président Boumedienne est décédé, Rabbi Rahmou. Vous auriez souhaité à ce moment-là, vous m'avez dit, et puis ça m'a interpellé, oui, que le président Bouteflika aurait dû devenir président en 1978. C'était un souhait ou c'était stratégique de votre part? Franchement, j'étais jeune, j'avais à peine 21, 22 ans. J'avais de l'admiration pour Boutef incroyable. D'ailleurs, je l'imitais même quand je parlais en français. Je roulais les airs, surtout quand j'ai affaire aux Français. Quand j'ai un Français en français, moi, c'est là où je mets les airs de Bouteflika. J'avais de l'admiration pour ça. Et je l'aime toujours. Il est venu, il a fait ce qu'il a pu. Je dis qu'après 3 mandats, on est blasé. On est blasé. Donnez-moi un Bouteflika de 50 ans, aujourd'hui, et après 3 mandats, je lui dirai, Monsieur le Président, c'est fatigant. Mais les partisans de Bouteflika vont vous répondre et vont vous dire, actuellement, en Algérie, il n'y a pas de remplaçant à Bouteflika. Ah, s'il vous plaît. Là, c'est la plus grosse insulte que vous puissiez infliger à tout un peuple. Non. Là, c'est vraiment... Ah, je ne trouve pas les mots. Il n'y a pas, comment dirais-je, d'homme qui pourrait s'accaparer ce statut. Alors, mais jamais. Ben Boul'id est mort, بقات واقفة في الجزائر. سي الحواس عميرو السمار راحوا بقات الجزائر واقفة. عبان رمضان راح، رمضان روحوه وبقات الجزائر. بومدين راح تبقى الجزائر et l'Algérie restera debout. Très bien, vous êtes partisan du changement, de la jeunesse, il faut lui donner l'occasion de montrer de quoi elle est capable et de quel bois elle se chauffe. Nous avons l'exemple d'un jeune ministre qui est partisan, un fervent défenseur de la candidature de Bouteflika, M. Ammara Ben Younes. J'aimerais juste que vous écoutiez et vous regardiez cette vidéo et après vous me donniez votre impression, s'il vous plaît. La vidéo de Ammara Ben Younes, Aïchk Abslam. بكل حريه وبكل شفافيه على المترشح اللي يحبه. احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه. الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر وينعل اللي ما يحبناش. شكرا. Vous semblez choqué par cette intervention. Vous m'avez dit que vous n'avez pas la preuve de ces propos, apparemment. J'en ai entendu parler, mais wallahi ma shtaqbal. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce jeune ministre? J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Si vous ne m'avez pas montré cette vidéo, j'ai eu l'insigne honneur de l'avoir rencontré. Là, je change de lexique.
Vous êtes fils d'un moudjahid, vous êtes le neveu du shahid Sil Hawass, Rabbi Rahmou. Non, s'il vous plaît. Je ne voulais pas en parler, mais... Non, s'il vous plaît, je vous ai dit avant l'émission qu'il faut laisser les chouhada dormir, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, laissez-les tranquilles. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Là, on fait la même chose. Mais s'il vous plaît, je suis Mustafa Hamouda. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos? Franchement, là, je ne suis pas fortiche en matière de trouver des mots pour répondre à ce genre d'ineptie, quand bien même je puiserai dans les abysses de mes ressources les plus modestes, mes ressources lexicotextuelles les plus modestes. Je ne trouverai un mot pour répondre à cette aberration, à cette ineptie. Je ne crois pas mes oreilles. Et là, je dois me contenter ou me confiner à dire que pour justement ne pas appartenir à ce cercle de les Mehabnash, je veux dire Rani Habak ya Ibn Younes, uniquement pour que je ne sois pas concerné par cette insulte. Rani Habak. D'accord, vous êtes partisan du changement non violent, donc restons dans la non-violence. Là c'est lourd. Là c'est lourd de la part d'un ministre, là c'est très lourd, monsieur Mahdi. C'est très lourd. C'est désolant. C'est désolant. Il en a fait des bourdes pareilles. Il n'y a pas 2 semaines qu'on Ras Bouteflika yakhdem khir min risana kul. S'il vous plaît, c'est une insulte à tous les Algériens. Un homme malade, Rabbi Chafé, à 77 ans, qui a fait l'objet d'un AVC, et vous dites que ses méninges sont meilleurs que les nôtres. Chouïa, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais ce jeune ministre n'est-il pas tombé sous le charme de Bouteflika comme vous l'étiez en 1978? J'avais 21 ans, il en a plus de 50. On tombe amoureux à l'âge de 17 ans aussi. Mais on ne tombe pas amoureux de la même manière. D'accord, si on revient un petit peu à ce qui se passe actuellement en Algérie, les candidats à l'élection présidentielle du 17 avril prochain tombent comme des mouches actuellement, c'est des grands noms. Ben Bitour, pour ne citer que lui, ils se désistent, ils ne veulent pas participer à cette mascarade. On voit que M. Benflis, qui était juge, donc c'est un homme de droit, c'est un homme de loi, qui était aussi chef du gouvernement, qui était candidat aux élections présidentielles en 2004. Il l'est aujourd'hui en 2014. Entre 2004 et 2014, il a fait preuve d'un mutisme exacerbant pour certains. Il a dit, lorsqu'il a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel, que l'État est en déliquescence et que l'Algérie va couler si on ne sauve pas ce pays-là. C'était des mots très très forts. Des mots aussi à l'encontre de la justice qui ne fait pas son travail. Il a parlé de tricherie et il craint que le 17 avril, ces tricheries-là vont se perpétuer encore une fois. Apparemment, il y a beaucoup de partisans ici en Grande-Bretagne de M. Benflis, vous en faites partie. Pourquoi vous supposez que cette personnalité-là, entre guillemets, qui a beaucoup de crédit en Algérie, reste dans cette pièce de théâtre et va servir d'alibi pour légitimer, encore une fois, ce non-événement qu'on appelle élection en Algérie? Je reviens un petit peu au début de votre question, M. Mahdi. Quand vous dites qu'il y a eu Bitour, il y a eu tous ceux qui sont soi-disant, qui ont postulé pour être candidats à la candidature. Puis tout d'un coup, ils se sont tus. Quand on est sûr de ne pas faire sa prière, il est sage d'épargner l'eau des ablutions. Et là, tout ce tintamarre et tout ce bruit qui a été fait, 1500, je ne sais pas, ou 150 candidats, puis tout d'un coup, on se retrouve à pratiquement une demi-douzaine. Là, alayna. Pour revenir à Benflis et son mutisme, franchement, je crois que l'émission qu'a passé Choroq en 2 parties contient toutes ces réponses. Non, mais j'aimerais une réponse de votre part, pas de celle du Choroq ni celle de M. Benflis. La réponse, oui. L'homme, à mon avis, je suis très honoré de Balzac, l'homme de génie tait son orgueil. L'intrigant arbore le sien. Pas en politique, monsieur Mustafa. En politique, lorsqu'on fait de la politique, c'est pour arriver au pouvoir. On ne peut pas se taire pendant 10 ans et revenir pour dire que les choses vont très très mal alors qu'on faisait partie du système. On était même chef du gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation en Algérie. Apparemment, il a changé d'avis, mais là,
les gens se posent des questions. Pourquoi M. Benflis reste-t-il encore candidat alors que des gens disent à voix très très haute que les choses ne vont pas bien en Algérie? Je reviens au mutisme encore une fois. Vous pensez que tous ces gens qui sont en train de faire la danse du ventre font de la politique vraiment? Qui sont là à s'exhiber aux caméras de télévision, à faire des petits articles ici. C'est ça la politique? Benflis on a fait pendant 10 ans. Très bien, Moustapha. Vous m'avez toujours pas répondu à la question, mais je reviens à vous tout de suite. Il y a monsieur Mattawi Faisal qui est avec nous, journaliste algérien. Monsieur Faisal, bienvenue parmi nous. Il y a 2 minutes, mon invité Moustapha Hamouda disait que lorsqu'on n'a pas l'eau pour l'ablution, on n'a pas le droit de faire la prière. Pensez-vous que les candidats qui se sont retirés n'avaient pas les moyens de leurs prétentions, comme vient de le dire mon invité, monsieur Faisal? Non, pas du tout, je ne crois pas. Je ne crois pas, à moins que la personne que vous citez parle de notre République. Il est évident que tout le monde sait ce que se passe en Algérie. Tout le monde sait comment les élections de 2009 avaient été organisées. Tout le monde sait comment les élections de 99 qui ont été organisées dans une situation assez difficile, mais qui ont permis à Bouteflika d'être élu entre guillemets président, alors que les autres 6 autres candidats s'étaient retirés parce qu'il y avait de la fraude électorale. Bien sûr, Bouteflika aurait pu ne pas aller faire ces élections en 99 pour respecter au moins la légitimité, respecter le fait qu'il y avait des élections qui n'étaient pas du tout des élections. C'est la même chose en 2004. Rappelez-vous la rivalité qu'il y avait entre Ali Benflis et Bouteflika. Tout le monde sait ce qui s'est passé après 2004, comment le président Bouteflika et son frère Saïd Bouteflika s'étaient vengés de tous ceux qui avaient soutenu Ali Benflis donc en 2004-2005. La vague d'emprisonnement, la vague de redressement fiscal. Il s'est passé des trucs terribles ces années-là. Et là, 2014, visiblement, on n'a pas tenu du tout compte de ce qui se passe dans la région arabe. On n'a pas du tout tenu compte des changements qui ont eu lieu dans les pays du voisinage. On n'a pas tenu compte de l'environnement mondial qui est en train de s'accélérer à travers tout le monde entier, notamment en Europe de l'Est, notamment dans la région arabe, en Afrique, etc. Et donc, je crois que les candidats qui s'étaient retirés, notamment Ahmed Ben Beito, ancien Premier ministre, et également M. Sofiane Ginadi, secrétaire général de Jil Jadid, autant que les autres candidats, avaient raison, parce qu'ils savent très bien que les élections 2014, avec la présence de Bouteflika, seraient des élections fermées. Monsieur Faisal, que pensez-vous de cette version qui semble de prime abord très invraisemblable, qui dit que en 2004 c'était Benflis qui était le lièvre de Bouteflika et là en 2014 c'est Bouteflika qui va être le lièvre de monsieur Benflis. Quelle est votre lecture, s'il vous plaît? Vous savez, je ne sais pas dans la manière avec laquelle les choses évoluent. Je ne crois pas que Benflis serait le lièvre, que Bouteflika serait le lièvre de Benflis. Bouteflika, s'il s'est présenté avec les soutiens qu'il a au sein de l'armée, il a le général Ahmed Gaïd Salah qui est vice-ministre également, ministre de la Défense. Cela n'existe qu'en Algérie. Il y a le chef d'état-major qui est également ministre de la Défense, qui est jugé parti. Ne cesse de rappeler que l'armée est sous les ordres du président. Donc, une armée qui est avec le président, qui se présente comme candidat aux élections présidentielles, je ne crois pas que ce candidat ne va pas gagner, à moins de bien sûr remettre en cause ce qui est appelé la crédibilité de l'armée. Donc je crois que, je ne sais pas si M. Ali Benflis, qui connaît très bien les rouages de l'État, comment ça fonctionne, il a été Premier ministre, il a été même responsable de la présidence de la République. Est-ce qu'il a eu des garanties quelque part? Je ne sais pas. Bien entendu, on entend ici et là qu'il y a un plan B, qu'il y a un plan C, que les choses ne vont pas être ce qu'ils sont déjà prévus pour ces élections, mais quand on a Taïb El-Aïd, ministre de l'Intérieur, proche du président de la même région que le président, quand on a Taïb El-Aïd, proche du président de la même région du président, quand on a Mourad Medessi, Taïb El-Aïd au ministère de la Justice, quand on a Mourad Medessi de la même région et ami du président au Conseil constitutionnel, et je trouve que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le Conseil constitutionnel, ce sont eux qui organisent les élections. Donc quand on a tous ces garanties, tous ces garde-fous, je ne crois pas que Bouteflika ne va pas gagner les élections présidentielles. Monsieur Faisal, une dernière question, s'il vous plaît. Madame Louisa Hannoun a dit textuellement cette semaine qu'elle allait continuer à voir Monsieur Gaïd Saleh et qu'elle va chercher l'information à sa source. Elle dit textuellement que la source de l'information, c'est le général Gaïd Saleh. Est-ce que vous pensez que finalement, le temps des généraux n'est pas encore évolué en Algérie?
Ah oui, on n'évolue pas, Madame Louisa Hanoun dit des choses incroyables, des choses terribles. Elle pense à un complot, elle estime que si ça tenait d'elle, on mettrait les journalistes en prison, on mettrait tous ceux qui on mettra en cause l'ordre établi en prison. Madame Louisa Hanoun devrait peut-être renouveler son répertoire politique et même son lexique. Normalement, théoriquement dans un pays qui fonctionne normalement, il aurait été admis à la retraite. On ne peut pas continuer à gérer l'armée dans des conditions actuelles, dans des conditions sous-régionales, avec les menaces dans la région du Sahel, avec la situation d'instabilité en Libye, en Tunisie, avec tout ce qui est rapporté par rapport à l'existence de groupes armés, etc., et de menaces de la région africaine. L'armée algérienne devrait être une armée professionnelle. Il faut en finir une fois pour toutes avec ce qui est appelé avec l'armée populaire. L'armée populaire est en train de consommer beaucoup d'argent. Elle ne donne rien en face à la nation, parce que la nation lui donne beaucoup de choses. Protéger les frontières, c'est une mission constitutionnelle. M. Gaïd Salah n'a pas à le rappeler, mais l'armée ne doit pas se mêler de la politique. Ce n'est pas à l'armée de choisir le candidat que les Algériens devraient élire, entre guillemets, à la présidence de la République. Il faut qu'on passe à la deuxième République, et la deuxième République serait de passer par une période de transition, revenir à une assemblée constituante pour régler le problème de la légitimité et du manque de confiance qui existe en Algérie depuis 1962 et qui n'est pas encore réglé. Faisal Battaoui, vous étiez en direct avec nous depuis Alger, vous êtes journaliste, mille merci. Je reviens à vous, Monsieur Mustafa. Monsieur Ben Bitour, qui était aussi chef du gouvernement en Algérie, a dit le 3 mars, lors de sa conférence de presse, toutes les voies d'expression pacifique ont été fermées. On ne pourra jamais épuiser de toutes les formes pacifiques ou pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut réfléchir, il faut avoir du génie et il faut trouver la solution. La solution est quelque part. Non, il y a des moyens pacifiques, calmes, sereins, gentils. Il faut rester zen. C'est vrai que nous traversons une période très critique, mais quand même, je fais confiance à la pensée, à la réflexion, aux gens de savoir. Et Inch'Allah. Est-ce que Mustafa, qui s'est insurgé durant les années 60 contre le changement de sigle des scouts musulmans, est devenu si sage après 40 ans passés en Grande-Bretagne pour parler de gentillesse lorsqu'il s'agit d'un gouvernement et d'un État policier comme le montre? Les images, on les a vues, ils ont tabassé des femmes lorsqu'elles sont sorties pacifiquement pour condamner ce 4e mandat, ce 4e viol. Là, vous êtes devenu très sage et vous parlez de gentillesse vis-à-vis de cet État. Ah là aussi, encore une fois, vous me faites ressortir à moi un souvenir d'un ami qui a été malgré Allah yarhamou, tué, assassiné durant la décennie noire. قلت له راني خايف عليك. Allah yarhamou. D'accord. Je te réponds, c'est très important. Ça marche, ok. Est-ce qu'on peut avoir notre je te réponds sur ça d'abord. Est-ce qu'on peut avoir Zineb? كملت لك. تفضل, je t'en prie, vas-y. قلت لك قال لي جو بريفير نقابل ربي مقتول كقتل. Moi aussi, aujourd'hui, à mon âge, je laisse derrière tout mon... Et je dis, je préfère être tabassé que de tabasser quiconque, pour n'importe quelle cause. On a été tabassé depuis 62. On ne cesse d'être tabassé. Mais il ne faut pas... Là, je deviens un petit peu biblique. C'est l'autre jour. Mais je ne dirais pas le sennou bisennou. Vous le savez mieux que quiconque, M. Mustafa, l'action non violente, ça ne veut pas dire utiliser la violence. Ça ne veut pas dire rester comme ça, sans réaction vis-à-vis de cet état-là. Déjà, le fait de sortir non violemment est un grand acte de courage, comme vous le savez. C'est sûr. Donc, elles nous ont montré, ces femmes-là, qui sont sorties dans la rue, qu'il est grand temps de dire khlas, baraket, et il faut changer la donne, la chose en Algérie. Et là, on doit justement étudier ce que nous avons en face. Si nous avons en face des matraques et des gens qui veulent vraiment nous faire mal, réfléchissons et trouvons autre chose pour qu'ils ne nous touchent pas et pour que l'impact soit le même. Si ce n'est... Vous avez lu, c'est sûr, je vois l'intello en vous, vous avez lu Randi, il y a des manières, il y a des manières. On est tous outrés, on est tous courroucés, mais on trouvera, Inch'Allah, la solution. Monsieur Benflis,
Il a fait sa déclaration lorsqu'il était au Conseil constitutionnel. Vous êtes sans savoir que celui qu'il a accueilli, c'est M. Medelsi, qui était notre ministre des Affaires étrangères. M. Medelsi a déclaré à une télévision française ceci. Est-ce que le président Bouteflika envisage une présidence à vie? Je crois que tout à l'heure, vous avez demandé à mon ami, le professeur Khamis, de dire des blagues. Nous aussi, nous en disons. Permettez-moi de dire que ça, c'est plutôt une blague. Oui. Vous êtes sûr? Pour moi, Algérien, pas pour moi, ministre. Et vous pensez qu'il envisage de lui-même de passer un jour la main? Par exemple, son mandat, il va jusqu'en 2014. Oui. Est-ce qu'il organisera la succession, il partira Lorsque le président est arrivé en 2000, nous étions en train de vivre encore les dernières phases de la guerre civile. Son objectif premier, et je dirais le plus important, c'était de ramener la paix et de ramener la réconciliation nationale. Et le deuxième objectif, c'était de remettre l'économie sur le chemin de la croissance. Je crois que ces objectifs sont atteints et le président, quelle que soit la date à laquelle son mandat sera terminé, aura fait son parcours. Il nous appartient maintenant d'aller vers la relève, oui. Tous, les uns et les autres. Donc, et nous allons tirer... Monsieur Mustafa, Monsieur Medelsi disait là, très justement d'ailleurs, il nous appartient d'aller vers la relève. Pensez-vous que la relève, c'est Monsieur Benflis? Première partie de ma question. Deuxième partie de ma question, Monsieur Bouteflika se présenter une quatrième fois et aux yeux de Monsieur Medelsi, une grande blague. Enfin, maintenant, blague, chacun a son sens de l'humour. Ce qui me fait rire ne vous fait pas certainement rire, et ce qui fait rire M. Medelsi ne fait pas rire probablement tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion encore de rencontrer... Non, mais ça voulait dire, M. Mustafa, qu'à ce moment-là, aux yeux de M. Medelsi, un quatrième mandat était impensable, c'était invraisemblable. Est-ce que les choses ont changé à ce point-là? Est-ce qu'il y a des gens qui poussent M. Bouteflika à se présenter? Eux, réellement, veulent rester au pouvoir. Là, la date de cette vidéo, est-ce qu'elle est... Elle est antérieure. Antérieure, donc oui. Avant que M. Bouteflika ne se présente. Oui, elle est antérieure. Oui, il y a tous les prémices, je dirais, d'un quatrième mandat. Maintenant, je ne vais pas encore répéter ce que tout le monde dit, on l'a tant entendu. Les gens poussent Bouteflika pour se protéger parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt. S'il part, ils consolent l'électricité ou le gaz. Donc, tout le monde a dit ça. Revenons à la première partie de ma question. Pensez-vous que M. Benflis fasse partie de cette relève? Pourquoi pas? Il est algérien. Il répond aux conditions constitutionnelles pour un candidat, donc pourquoi pas? Il y a tant de candidats, mais je ne vois pas pourquoi vous mettez l'accent sur Benflis. C'est un candidat comme tous les autres. On va voir son programme, leur programme. Je parle de Benflis parce que premièrement vous le supportez, secondo parce que c'est une grande figure qui ne s'est pas retirée des élections présidentielles. C'est ça le nœud gordien du problème. D'accord. Je dois d'abord éclaircir un point très très important, puisque je suis là. En ce moment où je vous parle, je ne soutiens pas forcément Benflis. Je vais vous dire pourquoi. Je suis président du club de matière grise algérienne, de matière grise. Nous avons un bureau, et là, nous avons étudié les candidatures à ce jour, et nous avons décidé, j'ai une idée, une tête, qui on va soutenir. Je la rendrai publique quand je suis à Alger à travers la presse, parce que je ne suis pas porteur uniquement de ma voix, mais toutes les voix de ce club. Il y a deux choses qui restent à éclaircir, et là, on déclarera officiellement qu'on soutient X ou Y. La prochaine fois que j'aurai l'occasion, et la grande occasion de vous rencontrer, même si c'est partenaire, je vous dirai, voilà mon candidat, et je le ferai très prochainement, et voilà pourquoi je le soutiens. Je vais vous dire, c'est quoi une candidature qui sollicite les suffrages de la plus haute instance d'un pays? C'est un triptyque, ou je dirais même un polynôme. En termes mathématiques, un polynôme est un facteur de 3 produits. Si un des produits est nul, c'est tout le polynôme qui est nul. Une candidature
comme notre religion. L'islam عنده خمسة. ما تنجمش تقول نصلي وما نصومش ولا نصلي وما نحج. C'est les 5. S'il n'y a pas un, tout tombe à l'eau. Une candidature, c'est la même chose. C'est le candidat, c'est son programme et c'est les hommes du candidat. Un candidat, il doit avoir de l'énergie, il doit être prêt à travailler 16 heures par jour, il doit avoir ses facultés morales et intellectuelles intactes. Le programme doit répondre aux aspirations de la population, aux exigences de ce qui se passe en temps T maintenant. On ne peut pas ramener un programme de 70 ou de 80 et l'adapter, ça ne marchera pas, ou ramener un programme du Japon. Et troisièmement, c'est les hommes du candidat. Il faut que ce soit des hommes sincères, rigoureux, prêts à l'appel, et qui sont là justement pour marcher avec ce candidat, et le tout fera une candidature solide, évidemment, qui donnerait des résultats. Très bien, M. Moustapha, restez avec moi s'il vous plaît. Là, il se joint à nous M. Samir Chicha en direct de Paris. Vous êtes avec nous, Samir? Salam alaikum. Alaykoum salam, bienvenue Samir. Je voulais avoir votre avis en tant que cadre algérien vivant à l'étranger, à l'instar de mon invité, M. Moustapha Hamouda. J'aimerais juste connaître votre sentiment quant à la candidature de M. Bouteflika, un quatrième mandat. M. Bouteflika brigue un quatrième mandat. Il a changé la constitution pour avoir la possibilité de faire une troisième et une quatrième. Quel est votre sentiment, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde. La candidature du président Bouteflika est je pense, une autre insulte aux Algériens, c'est mon avis. Parce que pour les raisons, je pense que tout le monde connaît son état de santé, et puis gouverner pendant 15 ou 20 ans avec des résultats catastrophiques, c'est-à-dire qu'on est en train d'insulter, je pense, l'intelligence des Algériens. Mais au-delà de ça, à mon avis, la candidature de Bouteflika sur laquelle s'est focalisée un peu la scène politique algérienne, du moins celle qu'on voit dans les médias, etc., ce n'est qu'un élément, à mon avis, ce n'est qu'un élément d'un système qu'il s'agit de refuser totalement, un système qui est illégitime. On sait que, par exemple, les élections en Algérie, elles sont toutes, s'il y a de la fraude, elles sont trafiquées, les résultats des élections sont faux, et du coup, c'est tout le système qui est illégitime. Donc, que ce soit Bouteflika ou un autre candidat qui veut rentrer dans ce système, etc., je pense qu'on est en face du même problème, voilà. Samir, une dernière question s'il vous plaît. Vous êtes très proche des jeunes Algériens dans toutes les plateformes électroniques, Facebook, YouTube, etc. Vous êtes une figure de proue de ces plateformes-là. Apparemment, beaucoup de candidats qui étaient très proches du mouvement jeune en Algérie, à l'instar de Djil Jadid, Soufiane Djilali a jeté l'éponge, s'est retiré. Rachid Nekez est hors course pour les raisons qu'on connaît. Plusieurs candidats ont décidé de boycotter les élections à l'instar du RCD. Le FFS ne s'est pas prononcé, ne veut pas se prononcer. Il n'appelle pas au boycott, il n'appelle pas à la participation. On ne sait plus sur quel pied danser lorsqu'on est jeune en Algérie, lorsqu'il s'agit de la chose politique. Quel est votre sentiment? Oui, tout à fait. Je pense que Khoya Rani, tu le dis très bien, je pense que la scène politique algérienne, elle est, j'allais dire, elle est bizarre, elle est très floutée. Je pense que à l'approche des échéances comme celle qui arrivent, les présidentielles, la situation devient encore beaucoup plus floue. Les gens, ils sont dans un brouillard total. Je pense que les acteurs politiques eux-mêmes sont mis dans un brouillard total. Et la population. Par contre, à mon avis, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, etc., moi, personnellement, je peux témoigner, d'après ce que je sais, les jeunes, ils sont très très lucides sur ce genre de questions. À mon avis, les gens, ils ont très vite compris qu'on essaye de nous brouiller les pistes. Et les jeunes, on les lit en français, en arabe, en kabyle, partout. Ils disent, on a un problème de système, de régime, et c'est celui-là qui doit changer en fait. Et du coup, les jeunes,
Nous, la population algérienne, elle est très consciente de ce qui se passe. Du coup, on le voit très clairement sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Samir Hachija, vous étiez avec nous depuis Paris. Mille merci pour votre intervention. C'est un jeune Algérien qui connaît très bien les plateformes. Il représente un petit peu cette tranche de jeunes Algériens qui vivent à l'étranger, qui sont très inquiets pour ce qui se passe en Algérie. Vous faites partie de cette association Club des matières grises algériennes. C'est la diaspora algérienne, c'est l'intelligentsia algérienne. Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution à tous ces jeunes? Correction, d'abord, ce n'est pas une association, c'est un club qui travaille à la manière la plus simple, discrète, basique et tout. Ce que je dois proposer, c'est ça, à nos jeunes, c'est-à-dire Facebookers et tout, j'ai pas pris la question. Oui, ça oui. Même tous les jeunes Algériens qui ne se retrouvent pas, ils n'ont aucune lecture possible de ce qui se passe actuellement en Algérie. C'est vraiment le brouillard total. Mais là, c'est très clair, il y a un conflit de génération. Il est là, on ne peut pas communiquer. Il y a un grand fossé entre cette génération, nos enfants, et cette génération qui nous gouverne. On ne pourra jamais avoir de dialogue. On n'a pas les mêmes espérances et on n'a pas les mêmes aspirations. J'ai lu un truc qui m'a fait beaucoup rire, je ne sais pas où. On dit que la présidence à vie est un concept du XVe siècle, quand l'espérance de vie était de 45 ans. Là, les choses ont changé, donc... Est-ce que je comprends de vos propos que c'est une rupture bête et brutale entre deux générations et que finalement on ne pourra jamais s'entendre? Jamais. On ne parle pas le même langage. Ou, ils ne peuvent pas. Mais vous êtes un club de réflexion, vous êtes très intelligents, vous êtes tous des gens lettrés, vous avez fait des études supérieures, donc vous arrivez à réfléchir, vous n'arrivez pas à nous trouver une potion miracle pour essayer de réconcilier ces deux générations? Au moins expliquer à la vieille génération qu'il est grand temps de partir et de laisser ces jeunes gouverner ou faire les mêmes erreurs que vous, mais à leur guise. Et il faut commencer par les choses élémentaires. C'est-à-dire? Le débat. Il faut amener ces jeunes vers nous, vers vous. Il faut les ramener. Oui, mais nous, quand on sort dans la rue, on reçoit des matraques, des coups de poing. Non, je ne parle pas de manifestation. On revient encore. Non, il faut les écouter, il faut les intéresser, il faut trouver la formule pour les ramener vers vous, pour qu'ils vous écoutent. Mais il ne faut pas leur chanter les slogans de 60 et 70 parce que non, ils ne comprendront pas. Je vis ça avec mes enfants. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente, de trouver une langue, pas un langage, ou bien les deux. Comment se comprendre. Et c'est à partir de là qu'on peut créer justement, qu'on peut trouver des solutions. Si de la discussion jaillit la lumière, si on ne parle pas, ou on ne se parle pas, ou on ne crée pas le débat, d'où voulez-vous que les choses sortent? Il faut essayer d'impliquer. Il ne faut pas les impliquer par l'enseigne, par des trucs comme certains ébarquent. Non, il faut de la réflexion. Il faut des choses concrètes, sérieuses, saines et une vision vers l'avenir. Un jeune, il vient même avec tous ses problèmes. Vous lui donnez 200, 300 millions pour créer une petite société de taxi. Dans 5 ans, il revient au point zéro. Monsieur Moustapha, le temps nous est compté. Là, c'est bientôt la fin de notre émission. Oh là là. Je vous laisse 3 minutes pour un dernier message. Le dernier message, j'aurais juste aimé que cette émission... Le message, c'est un appel. Merci de m'avoir au moins accordé ces 2 petites minutes. C'est un appel à un grand monsieur. En l'occurrence, notre président Liamin Zarwal. Si Liamin, Saint Liamin, Inch'Allah, an takuna yawm al-hashr min ashab al-yamin. Nous sommes en 2014, mais encore une fois en 1995. À un moment où la patrie courait de grands périls, vous n'avez pas hésité à sacrifier de votre temps, de votre santé, de votre vie familiale pour sauver ce pays. Sur le plan économique d'abord, car contrairement à d'autres, vous avez assumé vos responsabilités et géré le pays avec un baril à 9 $, même pas le prix de son exploitation. Grâce à votre politique de Rahma, vous avez mis les jalons d'une réconciliation nationale dont personne ne doute aujourd'hui qu'elle a pu aboutir à une situation définitivement apaisée avec elle-même. Aujourd'hui, plus que jamais,
cette terre verniculaire vous appelle et vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, comme un enfant doit obéir à sa mère, de vous soustraire à ses suppliques. J'ai préparé une liste de 22 personnalités historiques pour rester dans la symbolique du chiffre et du mythique groupe 22. Je vous prie, Monsieur le Président, encore une fois, et faites comme si c'est votre fils Karim ou la Abdelmoumen qui vous fait appel et vous dit « Papa, la famille est en danger. Notre famille est en danger. » Et là, évidemment, il ne s'agit pas de la famille Zaroual, mais de la famille Algérie qui risque, et je dis bien qui risque, de partir en fumée. Le groupe que j'ai constitué... Je vous laisse le choix de lui envoyer ce groupe-là parce qu'on n'a plus le temps, je suis désolé. Mesdames et messieurs, c'était Sans détour et c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à notre invité. C'est très gentil, merci beaucoup.